Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man! Essai de Christophe Dominici, c'est un génie! Trace la glace, c'est le Bumpman! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet épisode 27 du Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Bonjour Fabien et bonjour à toutes et à tous. L'acteur Pierre Arditi a dit « Au théâtre, il faut courir 5000 mètres chaque soir. Au cinéma, c'est 50 000 fois 1 mètre, et pas forcément dans l'ordre. » Courir. Alors toujours plus loin, toujours plus longtemps et toujours plus vite. Courir fait partie de notre existence et on peut finalement sans crainte qualifier la course à pied de premier sport de l'histoire de l'humanité et dont la survie dépendait. C'est donc sans surprise qu'elle est souvent représentée au cinéma, sous toutes ses déclinaisons possibles, probablement pour sa simplicité et donc son universalité, autant que pour son énorme dimension symbolique évidemment. Et le grand écran met bien souvent à l'honneur la course, sans pour autant qu'elle soit toujours le thème principal du film. Le meilleur exemple reste Forrest Gump évidemment, Oui. Mais il y a malgré tout de nombreux films qui ont pour sujet le sport même. On a déjà parlé de certains, alors les chariots de feu, la couleur de la victoire, Rasta Rocket, à un autre niveau, mais il y en a d'autres, vous allez voir ça. Et assez souvent la qualité est au rendez-vous d'ailleurs. Donc sprinter, fondeur, jogger du dimanche, préparez vos starting blocks et à vos marques, prêts. Et c'est parti pour notre 27e épisode. Court métrage, cours! À vos marques! Il y a parfois des signes qui ne trompent pas. Des sensations inexplicables de plénitude. Car oui, aujourd'hui, je vais écrire une nouvelle page de mon histoire. Je vais gagner cette course, faire les minima et me qualifier pour les Jeux Olympiques. Laissez passer l'artiste. Bon alors Fabien, est-ce qu'on assume ce jeu de mots quand même? Parce que... Bah écoute, là, avec tout le travail qu'on a donné, il faut l'assumer. Maintenant. Alors on va pas parler de court-métrage, sinon ça aurait été vraiment un jeu de mots parfait, mais là, bon. C'est vrai. Mais on commence au trot avec un film classique pour les gros cinéphiles, mais finalement aujourd'hui assez méconnu, La solitude du coureur de fond. D'accord. Donc c'est un film adapté du roman du même nom, un film britannique de 1962, qui a été réalisé par le non moins britannique Tony Richardson. Il faut savoir que Richardson appartient à la génération du free cinema, un courant artistique apparu en Angleterre à la charnière des années 50-60. Il s'agissait à l'époque d'un cinéma très novateur et surtout très contestataire, avec une réalisation qui brisait un peu tous les codes déjà connus et une dimension sociale et réaliste extrêmement forte. Bon, en France, ça nous fait évidemment penser à la nouvelle vague du cinéma français, des Chabrol, Varda, Truffaut et Godard, pour ne citer que. Quoi. Donc elle est apparue exactement à la même époque. Alors qui a influencé l'autre, je vous laisse à votre chauvinisme pour en décider. On va dire que c'est nous. Voilà. Mais d'un point de vue technique, finalement, ce film reste assez classique, comparé à d'autres du même mouvement. En tout cas, on est sur un film, dépeignant la classe populaire ouvrière anglaise, et on a vu chez nos amis british que c'était presque indissociable d'un film de sport, finalement. Ouais, c'est comme vrai. dans Billy Elliot, Looking for Eric, Jimmy Grimble, pour ne citer que. Oui, carrément. Et comme souvent dans ces films, le sport est plus là pour servir la symbolique et la narration que pour y être totalement dépeint. Je vous fais le pitch de La solitude du coureur de fond. Donc déjà, le titre est assez parlant, ça on est tous d'accord, et on s'attend à un bon film de sport avec un aspect psychologique autour. Oui. C'est plus ou moins ce qu'aborde le film, notamment sur l'aspect introspectif d'un coureur, mais avec beaucoup d'à côté. Oui. Il raconte l'histoire de Colin Smith, un jeune homme qui vit dans les quartiers pauvres de Nottingham. Colin est un jeune voyou, un rebelle remonté contre une société qui, à ses yeux, favorise les classes plus aisées. Après la mort de son père, il est arrêté pour avoir commis un vol dans une boulangerie, et Colin va devoir donc passer directement par la case maison de correction pour mineurs. Ok. Pour les ados, pas pour les mineurs de la vie. Tu aurais pu. Donc là-bas, alors il va attirer l'attention du directeur, qui détecte en lui un talent certain pour la course de fond. Monsieur le directeur, il voit là une occasion en or de dorer le blason du centre de redressement, en faisant participer Colin à une course inter-institution, face à une école privée de riches, évidemment. Bien sûr. Là, on peut penser d'ailleurs à un même type de scénario que le très bon Breaking Away, dont on a parlé dans notre épisode sur le cyclisme, avec le sport comme symbole de lutte des classes.
Donc Colin se voit offrir des privilèges au sein de la maison de correction afin qu'il ait du temps pour s'entraîner, chose à contresens de sa conception de la société. Oui. Mais ces moments de course offerts vont être l'occasion pour lui de s'évader dans ses pensées, ses questionnements, sur sa condition, ses souvenirs, etc. Et le dénouement, la course finale, elle est assez sobrement filmée finalement. On a vu plus épique en termes de sport et de durée, mais elle se termine avec classe, et je vous laisserai en juger, je vais pas vous spoiler. Oui, mais en gros, c'est un bon gros fuck destiné aux grandes institutions qui exploitent les travailleurs. Oui, imaginer. Voilà, Arlette Laguillet, sortez d'ici. Arlette Laguillet, qu'est-ce qu'elle dit en fait? Donc c'est un très bon film, qui mérite sa place dans la cinémathèque classique, qui aborde l'introspection et la solitude du coureur, donc c'est un bon titre. Bien vu. Avec surtout l'ouverture du film où la voix off de Colin explique tout ça. Mais pour le reste, c'est surtout un zoom sur la vie de notre jeune délinquant rebelle de la société, un film très social qui nous rappelle que le sport est une échappatoire et une occasion de s'élever socialement, mais avec finalement assez peu de sport à se mettre sous la dent, bon, d'un point de vue très ciné-sportinguesque. Ah mince. Alors on va sprinter un peu cette fois avec Fast Life, qui comme son nom ne l'indique pas est un film français, et comme son nom l'indique encore moins, une comédie. Alors, il s'agit du premier film solo en tant que réalisateur de Thomas N'Gijol, que l'on connaît tout d'abord pour sa carrière sur scène dans le stand-up. Alors, il fait partie de la première promotion du Jamel Comedy Club, dont la plupart d'ailleurs ont tous plus ou moins fait carrière dans le spectacle. Alors, par exemple, il y a Blanche Gardin, Claudia Tagbo, Yacine Bellous et Dedo, qu'on a vu en spectacle ensemble, Romain, ou Fabrice Eboué, avec qui N'Gijol avait donc déjà réalisé 2 films. C'est donc en 2014 que ce dernier se lance pour la première fois seul derrière la caméra, avec l'ambition de faire une comédie, non, bon, jusque-là pas de surprise, mais sur le sport. Alors, pas seulement derrière la caméra, d'ailleurs, parce qu'il joue lui-même Franklin Ebagé, un athlète franco-camerounais fictif, je le précise quand même, qui a connu la gloire en décrochant par accident l'argent au JO, et qui, alors l'âge avançant, veut revenir à tout prix sur le devant de la scène. Comme souvent, Thomas N'Gijol, il joue un mec très con, imbu de sa personne, et dans ce cas-là, qui vit dans son image passée. On imagine donc le schéma perpétuel se dessiner, la chute, le passage à vide et la rédemption. Alors cette fois avec un voyage initiatique au Cameroun. Un schéma qui marche aussi donc pour la comédie. Alors, moi j'y suis allé confiant, franchement je suis un fan du gars, qui a quand même pondu des spectacles que j'aime beaucoup, et puis en plus ça parle de sport, donc voilà, tous les feux étaient ouverts. Alors oui, il faut beaucoup l'aimer pour apprécier, voire être prêt à le pardonner pour de nombreuses erreurs de jeunesse, quand même c'est son premier film, surtout quand on connaît le talent du gars. En fait, contrairement à ce que présage le titre, le film il est plutôt lent. Il met du temps à se mettre en place, avec un goût de trop peu. Il y a pas assez de blagues, il y a pas assez d'outrance et pas assez au final d'originalité. Alors, comme un sprinter dans les starting blocks, on attend un coup de feu signalant le départ, mais qui n'arrive jamais. On lui retire pas le mérite de se frotter à la comédie sportive, qui est pas franchement une spécialité française, on va pas se le cacher. On n'a pas vu beaucoup. Voilà, Puis alors si on compare aux US et aux spécialistes de la discipline Will Ferrell, la route, elle est encore longue. Voilà. Et c'est d'ailleurs dans ce parallèle que le trop peu dont je parlais, il se ressent le plus. On se marre quand même, je vais pas le déconseiller, mais il vaut mieux déjà être un adepte du genre. Au départ, couloir numéro 4. Ça va, on est tous là pour l'amour du sport. Ok, allez, on s'y remet les gars, on a tous le droit à l'erreur. Monsieur Ebagé, vous êtes disqualifié pour faux départ, vous connaissez le règlement. Fatigue pas avec ton règlement là, ok? Pour le moment là, on est là pour l'amour du sport, ça va les gars, Alors maintenant, je vais un peu innover en proposant 2 films en même temps. Ah carrément. Ouais. Et en plus, on va même pouvoir les comparer, c'est ça qui est fou, puisqu'ils ont la particularité d'être sortis à 1 an d'intervalle et d'être tous les deux des biopics sur le même athlète. Ah oui, d'accord. Voilà, merci Hollywood. Bien joué, les. Donc il s'agit des films Préfontaine de Steve James de 1997 et Sans limite de Robert Towne de 1998. Donc, ils nous racontent tous les deux la vie de l'athlète américain Steve Préfontaine. Ce nom ne nous dit pas grand-chose à nombreux d'entre nous, français, mais aux États-Unis, vous comprendrez que son histoire a de quoi mériter 2 films. Quand même. Tout d'abord, et c'est du pain béni pour les producteurs, parce qu'elle est dramatique. Mais aussi car Préfontaine est une icône de la course de fond là-bas. Sa trop courte carrière s'est passée dans les années 70, il n'y a qu'à regarder son look pour le deviner, cheveux longs, grosse moustache au vent. Oui, ok. Et elle a été jalonnée de nombreux records nationaux dans toutes les catégories de fond, du 1500 mètres au 10 000 mètres. Mais étonnamment, sans titre international, hormis une médaille d'or aux Jeux panaméricains. Alors, il a tout de même participé aux Jeux de Munich de 1972, tristement célèbre pour d'autres événements extrasportifs, mais sans rapporter de breloques. Et il ne connaîtra malheureusement jamais la consécration olympique, puisque ce grand espoir de l'athlétisme va mourir à seulement 24 ans en 1975 dans un accident de voiture au retour d'un meeting. Ah ouais, d'accord. Et c'est donc, un peu plus de 20 ans après,
qu'Hollywood nous pond ces deux films presque coup sur coup. Alors dans le film Préfontaine, l'athlète est interprété par Jared Leto, et dans Without Limits, sans limite, c'est le moins connu Billy Crudup, qui enfile les baskets. Et bien sûr, ce n'est pas la seule différence entre ces deux films. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils abordent avec deux traitements différents le biopic. Préfontaine se rapproche du genre docu-fiction, avec une approche presque journalistique. On a notamment des témoignages fictifs qui reviennent sur la vie de Steve et du contexte de sa carrière, mais chaque flashback reste quand même de son point de vue à lui, du point de vue de l'athlète. Alors j'ai trouvé Jared Leto d'ailleurs très crédible, et sa ressemblance avec Prey, comme ils disent là, est assez bluffante. Et les scènes de sport, et notamment lors des Jeux de Munich, sont assez saisissantes de réalisme et finalement assez brillamment reconstituées. Les stades, les coiffures, les moustaches, vous l'avez compris, les petits shorts amples qu'on voyait bien à cette époque-là. Donc voilà. Et le détail vraiment sympa, c'est qu'en plus on jongle entre images d'archives et images tournées pendant le film. Ça, quand c'est bien fait, ça apporte un vrai truc. Pour Sans Limite, on est sur un biopic bien plus classique, qui mise surtout sur l'aspect dramatique et émotionnel de l'histoire. C'est plus hollywoodien, et donc un peu plus naïf comme vision. Donc on part de son enfance, on suit la relation avec ses proches, ses douleurs, ses romances. La relation entre lui et son entraîneur y est donc bien plus élaborée et plus centrale que dans Préfontaine, dans lequel ce dernier est finalement assez secondaire. Mais en termes de fidélité à la réalité, c'est forcément le film de Steve James, avec Jared Leto, donc le premier, qui l'emporte, car la volonté de faire genre reportage exige évidemment du réalisme dans les scènes, de sport ou non d'ailleurs, et c'est beaucoup plus brut et plus authentique, on le sent. Dans Sans Limite, c'est plus poétique, plus enrobé, voire mielleux, et les scènes, notamment de sport, plus stylisées, avec de la musique, des ralentis pour augmenter la tension, bref, vous voyez très hollywoodien. Et forcément, Steve y est montré en héros lisse et charismatique, comme on les aime outre-Atlantique. Alors que dans l'autre, Jared Leto l'interprète en insistant plus sur son côté humain et vulnérable. Ce qui colle bien avec la réalisation, finalement. Donc je vous laisse le choix entre d'un côté Without Limits, un biopic de type À la gloire 2, finalement très classique, pas désagréable, mais cherchant surtout à tirer des larmes ou transmettre des poncifs humanistes et sportifs, et qui a tendance un peu à manquer de souffle aujourd'hui. Et de l'autre côté, Préfontaine, plus brut, moins édulcoré, et avec une bonne endurance, un bon rythme, un bon Jared Leto, et de belles images de sport. Donc toi t'as plutôt... on est d'accord que... Je vous laisse deviner. Alors on va rester dans la vulnérabilité avec Sarah préfère la course. Alors l'avantage des films québécois, c'est que le titre il est plutôt explicite. Chloé Robichaud, la réalisatrice, aurait juste pu rajouter la course à pied, pour qu'on soit bien sûr que ça parle pas de Formule 1, ou on sait jamais voilà. Alors c'est le premier film de la réalisatrice québécoise qui s'était déjà illustré dans le court-métrage et la pub. Sarah préfère la course en 2013 lors du Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard, donc pour les premiers films. Alors on va coller au train de Sarah, jouée par Sophie Desmarais, une jeune fille obsédée par la course à pied et pour être plus précis le demi-fond. Alors pour notre public plus ciné que sport, le demi-fond regroupe les disciplines de course entre 800 et 3000 mètres en gros, dont le fameux steeple, c'est celle où on chevauche des barrières et des bassins, voilà, c'est pour vous situer le truc. Alors, donc cette obsession est son seul intérêt dans la vie, tant Sarah est effacée et sans aspérité. Lorsqu'une université de Montréal lui propose une bourse d'athlète, elle saute sur l'occasion pour quitter le cocon familial de Québec contre l'avis de sa mère. Un premier choix radical dicté par la course. Mais il y a pire, car sans le soutien familial, Sarah, elle est un peu juste financièrement, et elle réalise un mariage blanc avec un ami pour toucher une meilleure bourse. Voilà, donc deuxième choix un peu osé. Sarah ne prend pas de décision autre que celle motivée par la course. Elle n'est passionnée par rien d'autre, la vie sociale semble être une torture pour elle, elle n'aime rien de ce que font les personnes de son âge, la fête, les amis, le sexe, etc. Le demi-fond est une fuite des autres, un moyen de se replier en elle-même. Elle en vient... C'est son cocon, sa bulle. Complètement bloquée là-dedans. Elle en vient même au paradoxe ultime, la compétition ne l'intéresse même pas. Ah ouais, d'accord. Voilà. Oui, c'est vraiment juste courir. Oui, à un moment, exactement. J'ai juste envie de courir. C'est ça. Oui, c'était sa motivation de départ. Parce qu'il y a un moment, il y a une interview où on lui parle des Jeux Olympiques et elle dit qu'elle pense juste à la course. C'est pas son objectif. Alors, on peut penser alors que Robichaud va nous emmener vers une ascension sportive qui lui permettra de s'ouvrir au monde, Alors, pas du tout, Chaque foulée de Sarah l'enferme un peu plus, et le sport en lui-même est peu montré finalement. Seulement des exercices et de longues courses solitaires qui semblent être d'un pur ennui. Et vraiment, les moments de sport ont l'air d'être vraiment sans passion. L'actrice principale... parce que ça se passe
passe dans sa tête en fait finalement, Oui. surtout Voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est des moments de bulle comme ça qu'elle a. la solitude du coureur de fond. Oui, ça, on rejoint ça, exactement. Et d'ailleurs, alors, la photographie du film, elle est en elle-même, elle est aussi un peu blafarde. Ça souligne l'aspect terme de l'image qu'a Sarah d'elle-même, parce que c'est d'elle-même dont il s'agit, et y compris même dans sa passion. L'actrice principale, donc Sophie Desmarais, alors qu'elle est superbement filmée, et son interprétation est très juste, très sobre. Et c'est pas simple, hein, on sait, de jouer quelqu'un qui intériorise tout et cherche à fuir le monde dans le silence, quoi. Voilà. Donc dans un exercice aussi minimaliste, tous les détails doivent être millimétrés, et c'est pourquoi elle a suivi, elle, un entraînement de 6 mois. Alors déjà pour coller à la silhouette, hein, tout bêtement, du personnage, et aussi avoir une foulée crédible. Voilà. Elle a appris à courir. Et ouais, à courir comme une pro. Et alors c'est un beau film, hein, sur la difficulté de répondre à la norme, où le sport joue une très étroite fenêtre, hein, de sortie. Il s'essouffle un peu sur la fin tout de même. Alors c'est rien de catastrophique, mais je vous laisse le découvrir là aussi. Et puis s'essouffler, tout ça, ça fait un bon jeu de mots pour en finir. Bravo. Je vous remercie. Tu l'as placé. Voilà, c'est fait. On s'accroche à notre équipe de foot médiocre, alors qu'on a des gamins capables de courir pendant des heures. Alors c'est assez surprenant, mais je vais encore parler d'un film de Robert Town, qui finalement était fan de course, mais réalisé bien avant Sans Limite, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Fabien, attention, c'est pour toi. Robert Town est surtout connu à Hollywood en tant que scénariste, et c'est notamment lui qui est à l'origine du scénar de Jour de tonnerre. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, ok. Là, Bon, là, c'était mon petit clin d'œil. Ah ouais, tu m'as surpris. Bref, je vais parler de son film de 1980, Personal Best, qui nous raconte le parcours de Chris Cahill, joué par Mariel Hemingway. Alors Chris est une jeune athlète américaine prometteuse qui rêve de JO comme bien d'autres, voilà, on l'a vu. Et je n'ai pas précisé par contre qu'il ne s'agit pas d'un biopic cette fois, même s'il semble évident qu'il s'inspire d'histoires vraies. Donc Chris, lors d'un stage d'entraînement, va rencontrer une pentathlète plus âgée, Tori Skinner, jouée par Patrice, c'est une femme, hein, oui, c'est Patrice Donnelly, qui elle-même était une célèbre hurdleuse. Voilà, c'est quoi hurdleuse c'est 100 mètres haies, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, je sais pas. Donc Tori va plus ou moins devenir le mentor de Chris après ça, et une complicité, une admiration mutuelle va s'installer entre elles jusqu'à devenir une vraie romance. Et c'est autour de cette relation que va tourner l'histoire, et de manière assez juste à mes yeux. Déjà en remettant le film dans son contexte. En 1980, un film qui traite d'une relation homosexuelle entre deux sportifs de haut niveau, c'est plutôt osé, hein, et pour le coup presque avant-gardiste, puisqu'il a brisé un tabou très ancré à cette époque-là. Dans un univers sportif en plus où les relations entre athlètes n'étaient pas forcément bien vues, qui plus est homosexuelles. Donc déjà, bravo pour ça. Et puis, la relation entre Chris et Tori ne se résume pas à une simple romance de fiction. En effet, elle soulève surtout la question de la difficile gestion d'une relation amoureuse dans le sport de haut niveau, avec les protagonistes qui doivent jongler et donc faire des choix entre leur relation sentimentale et la rivalité intrinsèque à leur esprit compétitif. Un choix entre amour et passion, en somme. Voilà. Car Tori et Chris, elles sont amantes, elles se soutiennent, elles s'entraînent ensemble, mais elles sont rivales sur la piste et ont toutes deux conscience que leur relation peut être un gros frein à leur carrière, comme leur répète leur coach. Forcément, leur relation va devenir plus compliquée à l'approche des échéances des sélections américaines pour les Jeux, qui est un peu le point culminant du film, d'ailleurs. Et entre les attentes de l'entraîneur, la pression de l'équipe nationale, les blessures et surtout cette concurrence entre elles, ce sera bien sûr un gros dilemme et une épreuve pour leur relation amoureuse. Tu te doutes, hein. Mais ce que le film nous apprend surtout, c'est que cette relation rivale passionnée va finalement les aider à atteindre des objectifs plus personnels, les aider à grandir et à progresser en tant qu'athlète, mais surtout en tant que personne. Comme on le voit souvent dans le sport, ce sont les rivalités qui poussent le mieux à se dépasser. Hein, donc imagine une histoire en gros avec Messi et Ronaldo qui sont amoureux, quoi. Voilà. Il y a un vrai scénar là. Ou Nadal et Djokovic, Federer. Enfin bon, Dépose-le. Oui, on va le scénar. Donc là, dans le film, Chris doit faire des choix et des sacrifices pour sa carrière, pour ne penser qu'à elle, à sa performance, pour parvenir à ses objectifs, son record personnel, son personal best, quoi. Oui, je comprends. On revient au titre, hein. Et côté scène de sport, franchement, Robert Town joue la carte du réalisme que l'on aime tant ici. Les actrices ont suivi un entraînement spécifique pour le film, en plus bien sûr du passé sportif de Patrice Donnelly. Et tout ça rend les gestes et les postures très crédibles à l'image. La manière de filmer rappelle beaucoup les retransmissions sportives de l'époque, avec surtout des plans larges et une image assez brute. En gros, Personal Best diffère sur de nombreux points avec les films de sport florissants à cette époque, sur son traitement, son sujet forcément jugé tabou, et sur la manière de filmer le sport. Pas de faux départ, quoi. Bien joué. Merci, j'ai placé la mienne. Sur le papier, McFarland USA de Nicky Caro n'est pas exactement ma came. Voilà. Il s'agit d'un film de 2015 sorti direct en VOD par Disney en France, avec un pitch pour le moins succinct, une histoire inspirée de celle de Jim White, entraîneur de foot américain au lycée,
qui perd un peu les pédales, blesse involontairement un de ses joueurs en lui lançant une chaussure. Ça nous rappelle Sir Alex Ferguson avec Beckham, et se retrouve donc licencié, ce qui est un poil normal. Oui. Il retrouve du boulot à McFarland, en Californie, dans un lycée à forte population hispanique. L'intégration en tant que coach adjoint se passe pas trop bien, sa famille vit mal le déménagement, et ce bon vieux White se retrouve à nouveau viré par l'entraîneur principal, un gros con un peu caricatural, on va pas se le cacher. Mais avant de faire ses bagages, il trouve le salut en convainquant sa direction du talent athlétique de ses protégés, et crée une section cross-country au sein de l'établissement. Alors, petite sensation de déjà vu peut-être, hein, voilà. Normal, je pense qu'on a vu cette histoire. Oui, c'est le scénario du coach déchu, voilà, rédemption dans un autre sport en plus. Oui, voilà, qui va en plus s'élever. J'imagine que ça va aider. Alors qu'il trouvait le sport ringard, les jeunes, t'as compris. Bon. Voilà. C'est bon, tu peux arrêter là. Voilà. Merci. À la semaine prochaine. Non, donc bon, vous avez compris que j'y allais un petit peu à reculons. Et je me dis que les films sur la course à pied, finalement, ils sont pas légion, pourquoi pas. Et puis c'est avec Kevin Costner, qui est quand même déjà au Hall of Fame du film de sport avec Tin Cup et Pour l'amour du jeu. Donc le risque n'est pas immense de perdre 2 heures de ma vie. Voilà, on peut y aller. Et finalement, on se laisse bien prendre. On peut même dire que McFarland est une bonne surprise, quoi. Voilà. Alors c'est certes prévisible, hein, mais ça ne dégouline pas de bons sentiments comme les États-Unis savent trop le faire. Bien sûr, on sait où va le message, hein, ils vont finir par tout gagner, mais comme finalement c'est ce qui est vraiment arrivé pendant plusieurs années dans l'histoire, c'est pas non plus un problème. Voilà. C'est une histoire vraie? Oui, pardon, j'ai peut-être pas précisé, c'est vrai. C'est une histoire vraie, voilà, maintenant je le savais. Alors je vais même oser un petit parallèle, hein, une hot take, hein, comme on dit. Il a un petit côté Grand Torino de Clint Eastwood, tu vois. Alors un cran en dessous quand même, hein, en termes de bougonnerie quasi raciste pour le personnage de Costner, mais qui sait quand même bien le faire. Hein, d'accord. La découverte d'une communauté différente de la sienne, la destruction des clichés sont plutôt pas mal foutus, voilà. C'est pas trop, c'est juste comme il faut, pas comme je le craignais un petit peu avant d'y aller. Alors la façon d'amener cette histoire à l'écran de Nick Caro, elle est à saluer, hein, et ce bon vieux Kevin Costner, il conclut le job parfaitement, toujours bon dans les rôles de gars grincheux mais attachant quand même, quoi. Voilà, c'est feel good et puis on en a besoin. Finalement. Oui. Bon, on peut reprendre notre souffle, hein, après avoir trottiné avec les classiques, sprinté avec les comédies hexagonales, et avalé les kilomètres hollywoodiens. On peut dire que la course au cinéma n'est pas seulement une histoire de performance. C'est une métaphore sur pattes, un moteur narratif, parfois un prétexte, et souvent un révélateur, hein, que ce soit des classes sociales, d'obsession, d'ambition ou simplement de soi. Du jeune rebelle anglais qui court pour s'évader, au sprinter français qui court après une gloire perdue, du moustachu américain icône tragique à Sarah qui court pour ne pas avoir à parler au monde. Tous nous montrent qu'au cinéma, la course n'est pas toujours une histoire de ligne droite. C'est aussi un chemin intérieur, une façon de fuir, des chutes et quand même quelques belles envolées, quoi. Alors on espère que cet épisode vous aura donné envie de chausser vos baskets, je crois déjà ça, que ce soit pour aller courir ou simplement pour aller voir des films. Et on vous invite à voir les autres épisodes qui tournent autour du sujet. N'oubliez pas que peu importe la vitesse, l'important c'est d'avancer. Ou au moins d'appuyer sur le bouton play de sa télécommande. Déjà pas mal. Alors on se réhydrate un coup pour affronter le dernier kilomètre avec Romain, avec un film qui vient de loin et qui porte un titre là encore sans équivoque. C'est vrai. Et oui, puisque cette fois, pour En Tribune dans ton canapé, ça devient presque une habitude au CSC, on file vers le cinéma asiatique, et plus précisément coréen, très prolifique en film de sport comme on l'a vu maintes fois ici. Avec Marathon, film de 2005, réalisé par Chung Yoon-chul, on progresse. C'est bien, C'est une adaptation très touchante de l'histoire vraie d'un jeune autiste passionné de chocolat, de zèbres et de course à pied. Alors c'est pas Forrest Gump. Yoon Cho-won, c'est son nom, adore la course de fond. Sa mère, totalement dévouée, se bat pour lui offrir une bonne insertion dans la société et va même l'inscrire dans des petites courses locales pour le préparer à réaliser un jour son rêve, participer à l'épreuve reine des fondeurs, le marathon. L'entourage de la famille ne voit pas toujours cet engagement d'un très bon œil, mais la mère de Cho-won est bien déterre à développer le potentiel de son fils pour le sentir totalement épanoui. Elle va même approcher un ancien champion de l'épreuve pour coacher son fils en vue de la préparation au marathon. Et ce coach, talentueux mais un brin désabusé, acceptera plus ou moins à contre-cœur. On est face à un schéma narratif déjà vu plusieurs fois encore au Ciné Sporting Club. Voire même dans cet épisode. Voire dans cet épisode, vous vous en doutez. Alors il croit tout d'abord pas au potentiel du jeune homme, pour finalement être touché par la sincérité de ses envies, juste par passion, juste par envie de courir et de se sentir libre. Ça rappelle encore Forrest Gump, cette philosophie, quoi. Et quand tu veux avec passion, tu peux. Et l'entraîneur sera finalement surpris par la faculté d'endurance de Cho-won.
Le film joue donc sur cette relation triangulaire et sur l'évolution de ces personnages. La mère va devoir forcément couper un peu le cordon pour laisser son fils voler de ses propres ailes. Le coach va petit à petit ravaler ses préjugés, croire de plus en plus en son poulain, et finalement s'investir totalement dans son développement. Et quant à Cho-won, joué magistralement par Cho Sung-woo, on va le voir évoluer émotionnellement, physiquement et dans ses relations. Il va gagner en confiance, en autonomie, et le marathon sera comme un rite de passage à l'âge adulte pour lui. Une émancipation impliquant forcément un dépassement de sa condition. Donc c'est une histoire très touchante, on rit, on pleure, le cinéma coréen est décidément très fort à ce yo-yo émotionnel. C'est vrai. Et le sport n'est pas boudé, au contraire. Il est abordé sans artifice, avec sincérité, dans une vision plus existentielle, relationnelle. Mais on ne tombe pas pour autant dans la démagogie ou un côté tire-larme très hollywoodien. C'est même l'élément central qui lie tous les personnages et leur évolution. Bref, vous avez compris, il y a plein de messages positifs qui ressortent de Marathon. C'est un bol d'air frais que je vous encourage à découvrir. Monsieur, pourquoi vous courez? Vous faites ça pour la paix dans le monde? Vous faites ça pour les sans-abri? C'est pour le droit des femmes que vous courez? Ou pour l'environnement? Ou pour les animaux? Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison. Pourquoi faites-vous ça? J'ai juste envie de courir. Bon, Romain, petit jeu. Ça manquait un peu, c'est vrai. Alors, comme tu le sais, les courses à pied sur différentes distances, que ce soit amateur ou pro, elles foisonnent un peu tout autour du monde. C'est un peu une mode, surtout post-Covid, on va dire. C'est pas faux. Et donc, avec toute cette concurrence, les organisateurs, ils manquent pas d'imagination pour se distinguer, et notamment au niveau du nom de ces courses. Oh là là. Tu me vois arriver sur un des basiques du CSC et du jeu du CSC. Donc le jeu il est simple, est-ce que c'est le nom d'une course, le nom d'un film ou les deux? Ah ouais, il y a les deux aussi. Oui, il peut y avoir les deux, attention. Bon, on marque marathon, hein. Oui, voilà. c'est le bon exemple. Ça c'est sans humour, mais là c'est la version un peu plus. Alors la première, ça va être Run All Night. Run All Night? All Night. All Night. Mais il y a des jeux de mots ou quoi, ou non, c'est au sérieux? D'accord. Run All Night. Non, ça c'est une course. Alors tu l'as, mais c'est les deux. Ah d'accord. C'est un film forcément avec Liam Neeson qui court toute la nuit pour sauver sa fille, on imagine. Et c'est une course à Montpellier, voilà, pas très loin. Voilà, on le sait. Ensuite, The Waddle Run. The Waddle Run. Ouais. C'est une course. C'est une course, mais qui a la particularité, que les personnes sont toutes déguisées en pingouins. Ah, j'allais dire en Chris Waddle. Chris Waddle. Ça aurait été encore mieux. Avec le mulet. D'accord. Course de pingouins. Course de pingouins, ouais. Run the Tide. Run the Tide. Titre de film. Ouais, bien joué. Avec Taylor Lautner, un des gars de Twilight. D'accord. Faut le savoir. Ouais. Pas évident, celle-là. The Mud Hero. The Mud Hero. Moi, je dirais les deux. Il y a la Mud Race et... Alors, j'ai pas trouvé de film. Il y a Mud, en effet, mais non, c'est une version boueuse et fun. Oui, c'est ça, c'est Mud Race. Voilà, c'est ça, exactement. Cheese Rolling and Chase. Si tu traduis. Je vois. Ouais. C'est cette tradition où ils doivent courir après un fromage dans une descente. Dans une descente avec énormément de blessés, une catastrophe. Voilà, c'est clair. Un peu simple, mais attention. The Running Man. Ça c'est un titre de film. Ouais, c'est ça, Schwarzenegger, après Stephen King, et il y a eu qui vient de sortir à l'heure où on enregistre, voilà. Running with Scissors. Courir avec des ciseaux. C'est un titre de film, ça? Film d'horreur? Oui, et heureusement, d'ailleurs, il faut mieux pas faire ça. J'allais dire, c'est quoi cette idée-là? Vraiment, s'ils ont une idée comme ça, il faut éviter, avec les gars. Des enfants. C'est avec des enfants, c'est clair. Zombie Run? Zombie Run. Ça pourrait être un délire de course, ça. Je dirais course. C'est les deux. Les deux, ouais, voilà, forcément. Avec, le film, vous vous doutez, il y en a peut-être même plusieurs, mais sinon, c'est une course de zombies. Poursuite, où il y a des zombies qui essaient de te rattraper pendant que tu cours, pendant que tu fais cette course. Mais ils marchent, les zombies? Ça a l'air assez marrant. Très bonne question. Il faudra aller s'engager. Sinon, à l'allure de zombies, ça va. Oui, voilà. The Beer Mile. The Beer Mile, ça c'est une course où il faut se bourrer la gueule, non? Exactement, c'est un 4x400 en buvant une bière à chaque tour. Voilà. Ça doit sûrement venir d'Angleterre. Oui, d'Angleterre. C'est anglo-saxon. En gros, t'as compris. The Grizzly. The Grizzly. Les deux. Ouais, les deux, bien joué. Film d'horreur des années 70. Et alors, c'est une course qui est aussi dure que son nom, sur les falaises du Devon, donc apparemment ça a l'air un peu dangereux. Suivi par un grizzly. Voilà, c'est ça. Et alors la dernière, parce que le titre c'est ma préférée, The Running of the Balls.
The Running of the Balls. C'est une course. Ouais, ça aurait pu être un nanar aussi. Oui, hein. un bon Mais gros oui, nanar. t'as raison, bien joué, c'est une course aussi. C'est une descente avec des immenses balles géantes derrière toi. Ah oui, qui te d'accord. courent après. Ah, je crois que j'ai déjà vu. Ouais, Voilà. Donc, ouais, voilà. bah, dis donc, ça donne envie d'enfiler ses baskets, tout ça. Allez-y, on vous le recommande. Et si vous avez des idées de courses un peu farfelues, allez-y, hein, visiblement, il n'y a pas de limite. Hein. Oui, vous pouvez aller demander à la mairie du coin s'ils sont OK pour organiser. Eh ben merci, Fabien. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Bon, bah voilà, là on a un peu les mains sur les hanches. Bah ouais, hein, on va aller croquer dans un quartier d'orange là pour se remettre de tout ça. Et oui, parce que cet épisode touche à sa fin. Et oui. Voilà, donc on se retrouve en tout cas pour le prochain. Et puis d'ici là, bah toujours pareil, Bah les oui, réseaux sociaux, ouais. vous n'hésitez pas, vous commentez, vous likez. Idem sur pas mal de plateformes maintenant, type Spotify, tout ça. Oui, oui. Vous pouvez mettre des commentaires en plus, donc allez-y, c'est avec plaisir, on lira tout. Lâchez-vous. Et puis on se retrouvera très vite. Merci. Ah bah oui. À très bientôt, Fabien, et à bientôt tout le monde. Au revoir.